Tu connais ces procédures. Donc, je vais vous parler, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des innovations dans le cathétérisme des congénitaux adultes. Alors, en fait, j'ai sélectionné un certain nombre de choses qui me paraissent un peu novatrices et qui, je pense, font leur route aujourd'hui et doivent être connues de tous et de toutes. Et alors, paradoxalement, j'ai choisi de parler d'innovation en matière d'imagerie en premier lieu et ensuite de procédures. Et il s'agit d'un enseignement qui doit rester un enseignement de collègue à collègue, c'est-à-dire vous n'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez. Prenez la parole, dites-moi si vous avez des questions, des remarques. C'est vraiment le but d'un tel cours. Et donc, j'ai voulu insister sur le côté innovation, du côté aussi imagerie et pas uniquement du côté des actes qu'on est capable de faire, parce que tout simplement, d'ailleurs, la présence de Xavier est tout à fait pertinente, pardon Xavier, au sens où dans bon nombre de procédures aujourd'hui, sans l'imagerie et les progrès de l'imagerie, on serait totalement aveugle. Je vous rappelle qu'un chirurgien cardiaque, il ouvre le thorax du patient et son champ opératoire, il l'a dans les yeux, donc il sait ce qu'il a à faire. Avant qu'on arrive à la robotique, alors méfions-nous tout de même, la robotique avance bien. Il y a pas mal de projets en robot qui avancent et les choses pourraient évoluer à la fois pour la chirurgie peut-être, mais probablement aussi pour le cathétérisme dans les années qui viendront. Et puis, la partie imagerie, pourquoi ? Parce que la partie imagerie, vous, cardiologue interventionnel, le cardiologue interventionnel n'a pas les yeux dans le thorax du patient, donc il ne voit pas ce qu'il fait. Son seul moyen de voir, c'est qu'on lui propose des images pertinentes pour se guider. Et plus le geste est précis, plus on a besoin d'images précises et plus on a besoin de multiplier les types d'images, donc l'imagerie multimodale qui permettra donc de se guider dans le thorax du patient. Donc globalement, vous le savez, vous avez, ça tout le monde le connaît, on va trouver l'échographie transthoracique, mais en salle de cathétérisme, l'échographie transthoracique pose problème, c'est que l'échographiste devra avoir sa main, devra être présent physiquement. Ton micro doit être toujours allumé, Xavier. Devra être présent physiquement dans la salle. Donc, ça veut dire contre le tube. Donc, attention à l'irradiation. J'attire d'ailleurs votre attention à toutes et tous sur les phénomènes d'irradiation en salle de cathétérisme. Ce n'est pas du tout anecdotique, et notamment pour l'échographiste qui va souvent être près du tube. Donc, il faut vous protéger. Donc, l'échographie transthoracique, assez classiquement utilisée, mais si possible, pas pendant les rayons. Et méfiance donc à l'irradiation, vous êtes collé au tube. L'échographie transésophagienne est très utilisée, ne serait-ce que pour les fermetures de communication interauriculaire. Vous avez une bonne image de qualité, vous êtes nettement dans les oreillettes, vous voyez très bien les cavités gauches, un peu moins bien les cavités droites et la voie pulmonaire. Mais globalement, on a bien sûr une meilleure image qu'en transthoracique. Méfiance, encore une fois, vous êtes près du tube. Donc, il se développe des systèmes de radioprotection. Nous, ici, on en a développé un à Nantes. Il est essentiel pour l'échographiste d'être caché derrière un matériel de protection qui n'est pas uniquement le tablier plombé, qui doit être vraiment un panneau fait pour protéger l'échographiste, parce qu'autrement, vous prenez un max de rayons. N'oubliez pas que vous allez porter un dosimètre, mais ce dosimètre, il donne une idée de la qualité de votre tablier plombé. Le dosimètre, il est porté sous le tablier, donc il va dire que le tablier protège ou pas. Mais vous êtes exposé au niveau du visage, des yeux, avec un risque de cataracte, au niveau du cerveau qui va prendre des rayons. Et on sait que chez un cardiologue interventionnel qui travaille en général à droite du patient, 80% des tumeurs cérébrales sont à gauche, côté tube, et c'est probablement pas le hasard. Donc, on ne connaît pas bien pour les échographistes parce que c'est trop tôt, mais attention, l'échographiste passe de plus en plus de temps en salle et il va être exposé non pas à l'effet déterministe, parce que le déterministe est contrôlé par les qualités des machines et par finalement la radioprotection individuelle, les vêtements que vous portez, mais vous êtes exposé à un effet stochastique. Le stochastique, c'est une roulette russe, c'est-à-dire on sait qu'il va y avoir plus de complications chez quelqu'un qui est exposé au rayon X, mais on ne sait pas pour qui et on ne sait pas quoi. Donc, c'est une roulette russe. Vous mettez une balle dans un gros barillet, vous faites tourner, vous cliquez. Donc, si vous êtes souvent en salle de cathétérisme, radio, protégez-vous, c'est absolument essentiel.
Alors, l'écho-transésophagienne 3D est donc de plus en plus aidante. Au début, c'était vraiment un gadget pour les CIA. Aujourd'hui, on aime beaucoup voir les CIA, notamment en écho 3D, pour voir leur forme, les rapports anatomiques, leur taille. Je pense que ça, c'est vraiment un plus depuis l'amélioration de la qualité d'image qui est vraiment devenue redoutable. Et puis viennent les techniques d'imagerie de fusion. L'imagerie de fusion à partir de l'écho. Donc, il y a peu de centres. À Bordeaux, il y a ce système d'éco-navigateur, c'est Philips qui développe ça, mais ça marche qu'avec une salle Philips qui vous permet de voir en instantané l'image échographique centrée, fusionnée à votre image fluoroscopique. Donc, c'est toujours irradiant, bien sûr, potentiellement, si vous n'êtes pas radioprotégé. Et puis, le scanner. Alors, le scanner, le principe du scanner qu'on développe, nous, depuis plusieurs années, avec le docteur Varin-Fraisse, ici, en radio, c'est d'utiliser les rayons X qui ont été faits pour le diagnostic à des fins thérapeutiques. Je m'explique, vous avez irradié le patient, parce que lui aussi prend des rayons, hein, et on va y revenir, vous avez irradié le patient pour faire un diagnostic, vous allez garder cette image que vous allez fusionner à l'image de fluoroscopie, et ça va vous permettre un guidage pendant la procédure. Et du coup, mais ce n'est pas des impressions, on l'a prouvé dans des études, vous allez diminuer l'irradiation patient, parce que vous allez finalement utiliser le scanner qui a été fait précédemment pour vous guider sans faire de rayons X. Moralité, vous allez économiser des rayons patients. Donc, en fait, c'est de l'optimisation des rayons X. Vous allez diminuer globalement l'irradiation du patient. Vous allez utiliser un examen diagnostique à des fins thérapeutiques. Sur ce petit film que j'aime beaucoup, vous voyez que quand le tube tourne autour de cette racine aortique et des coronaires, eh bien, vous tournez autour de l'image scanner. Donc, ce n'est pas une image en direct. Là, il n'y a aucun rayon d'émis dans la salle de cathétérisme en ce moment. Et en fait, la personne en salle là, tourne autour d'un volume scanner qui a été injecté dans la salle. Et vous allez pouvoir ainsi donc tourner autour et vous positionner au mieux pour voir une branche pulmonaire, pour voir une coronaire, pour vous aligner sur la racine aortique. Donc, vous allez finalement pouvoir trouver la meilleure incidence de travail sur le scanner en tournant le tube uniquement et sans émettre de rayons X. Donc, l'image et scanner. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde. Sinon, vous n'hésitez pas encore une fois donc, à intervenir. Donc, voici un exemple pratique. Un patient de 28 ans, donc une histoire comme vous en voyez tous et toutes, une pathologie de l'aorte, une pathologie de la valve aortique sous forme d'une sténose aortique congénitale, classiquement une commissurotomie dans l'enfance, et puis ensuite un ROS, et qui aboutit à une sténose de l'omogreffe en position pulmonaire. Et donc, le patient présente un obstacle sur sa voie pulmonaire, il devient essoufflé et on décide du percutané, on va y revenir d'ailleurs. Donc, on a les images scanner qui vous montrent l'omogreffe qui est calcifiée. Et avant, classiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait tous le scanner, on essayait d'imaginer, en fait, on faisait la fusion dans notre tête, on essayait d'imaginer dans quelle incidence on serait bien pour bien voir la voie pulmonaire, pour bien voir la bifurcation pulmonaire et pour bien voir la voie pulmonaire et la zone de revalvulation. Donc, en fait, ça, vous pouvez oublier, c'est du passé. Aujourd'hui, vous allez prendre votre volume, vous allez tracer des lignes repères et ces lignes de repères vous permettent de dessiner ici l'endroit où se fait la bifurcation pulmonaire, la base de l'omogreffe et l'ancienne valve. Vous allez définir ainsi la zone où vous voulez implanter des stents, finalement, toute la zone que vous devez réouvrir, et vous allez définir l'extrémité distale, l'emplacement de l'extrémité distale et de l'extrémité proximale du stent. Vous voyez qu'on voit très bien le TAP aplati contre l'aorte ascendante. Et vous voyez très bien également les coronaires. C'est important parce que ces coronaires ne doivent pas être écrasés lors du déploiement des stents. Donc, vous ferez des injections dans les coronaires lors d'un test, je vais y revenir. Et tout simplement, vous pourrez vous assurer qu'aucune branche coronaire ne manque parce que vous aurez le dessin issu du scanner sous les yeux de l'endroit où on doit avoir des coronaires et vous verrez l'opacification de ces coronaires donc, lors des tests. Donc, j'y arrive. Voici ce que vous voyez en salle une fois que vous avez fait votre calage. Vous vous calez en général là, soit sur les fils d'acier externaux, soit sur la bifurcation trachéale. Et vous voyez que vous êtes capable de passer votre guide sans difficulté, sans faire de vous positionner et de passer vos guides en suivant le
le cheminement du guide sur l'imagerie de fusion. Et lorsque l'on injecte ici pour la première angiographie, eh bien, on voit qu'on est parfaitement superposé à la voie pulmonaire. On a nos 3 lignes de planification, la proximale, la médiane, site de la valve initiale, et puis la distale. On ne veut pas dépasser la distale parce qu'on sera alors dans la bifurcation pulmonaire. OK, donc deuxième temps, on injecte les coronaires, mais vous voyez que l'avantage de l'imagerie de fusion, c'est que vous ne risquez pas de passer à côté, et méfiez-vous, hein, ça peut arriver, ça m'est arrivé de passer à côté d'une circonflexe, et pourtant Dieu sait que je connais les coronaires, donc, passer à côté, heureusement je m'en suis rendu compte, mais ça amène à se dire qu'il n'est pas forcément évident quand il y a une superposition des branches, de s'assurer lors de la coronarographie que les branches sont toujours présentes. Donc là, injection préalable, et vous voyez que la coronaire gauche, interventriculaire antérieure et CX sont dessinés avant, c'est l'image du scan. Coronaire droite dessinée avant, c'est l'image du scan. Quand vous injectez, vous assurez que chaque branche lors de l'injection correspond à une branche sur le scanner. Vous avez la totalité des branches présentes, fort heureusement ici, puisqu'il n'y a pas encore de ballon gonflé. Là, vous faites le test ballon gonflé et vous refaites les mêmes injections. Donc, ici dans la coronaire gauche et dans la coronaire droite, et vous voyez que chaque branche, lors de l'injection, est présente lors du scanner. Donc, vous pouvez être certain que toutes vos branches coronaires sont présentes lorsque vous inflatez dans l'homogreffe. On est donc en droit d'implanter des stents. Et donc, le premier stent que vous allez amener, vous allez l'amener jusqu'au trait distal. Il doit rester entre le trait distal et le trait proximal. Voilà, pour ne pas bâiller dans la bifurcation ou venir appuyer sur le myocarde au niveau proximal. Et donc là, dans cet exemple-là, on n'a gardé que la ligne de planification, que les lignes de planification, donc les 3 lignes, on n'a plus besoin du TAP. Et donc, ballon central d'un big balloon et puis ballon d'expansion du big balloon. Et puis, on a estimé que la force radiale était insuffisante pour ouvrir la voie pulmonaire. Donc, on implante ici un second stent juste pour un problème de force radiale. Vous voyez que le ballon lâche, ce qui n'est pas bien grave, le stent ne bougera pas parce qu'il est pris dans le premier stent, donc on va le post-dilater. Voilà le résultat après l'implantation des 2 stents. Donc là, on n'a plus d'obstacle, mais bien sûr, on a une fuite libre. Alors là, je dirais qu'à ce stade, on a toujours notre image de fusion que vous voyez en bleu, mais je dirais quelque part, ça ne nous est plus à ce moment-là d'une grande utilité, au sens où les stents dessinent parfaitement la landing zone pour la valve. Donc, la valve ici est une Edwards qu'on va implanter assez haute dans une zone où elle va pouvoir s'expandre au maximum. Il ne faut pas forcément chercher à implanter la valve sur l'ancienne valve, ce qu'on aurait intuitivement envie de faire, parce que dans ce cas, vous allez ouvrir une valve en sous-dimensionnant, enfin, vous allez la sous-dimensionner parce qu'elle va être bloquée dans son expansion, ou alors vous allez l'ouvrir, vous allez tenter de l'ouvrir vraiment à son diamètre, et en faisant ça, vous allez peut-être écraser les tissus adjacents, les vaisseaux adjacents, voire les coronaires. Donc là, on est volontairement au-delà, au niveau du premier stent. Donc, on le sait très bien en amont de la bifurcation, grâce à l'imagerie de fusion. On sait qu'on peut larguer notre prothèse là, dans une zone plus en aval de la valve de l'homogreffe, ce qui permet d'expandre notre ballon, qui de mémoire était une 26, juste donc dans la voie pulmonaire. Et donc, voilà le résultat final. Il n'y a plus de fuite. Et il n'y a pas de sténose. Donc, c'est un bon résultat. Ça, c'est une fausse fuite. C'est parce que lors de l'injection, on a probablement fait une injection un peu basse. Ce patient n'avait plus du tout de fuite. Et puis surtout, en fait, on a encore le cathé dans la valve. Ce patient, échographiquement, n'a plus du tout de fuite et plus du tout d'obstacle. Et en fait, on a fait l'étude comparative d'irradiation avec ou sans fusion, et vous irradiez plus les patients lorsque vous pratiquez sans fusion parce que vous multipliez les injections et les angiographies. Alors, voilà un autre exemple où l'imagerie va intervenir en salle de cathétérisme, c'est pour une coarctation. Alors ça, c'est un patient pour lequel on n'avait pas la possibilité de faire une imagerie de fusion. On avait une IRM, on peut à partir d'une IRM, mais c'est en général moins bon, donc on l'a fait en rotationnel. Donc, rotationnel, vous voyez qu'il y a aussi une sonde de stimulation dans le ventricule pour pas que le produit de contraste soit propulsé trop rapidement. On a fait une stimulation ventriculaire rapide à 180, ce qui fait que le produit de contraste stagne dans l'aorte. Et on voit très bien cette coarctation courte serrée. On est en rotationnel, donc ça vous permet d'avoir une espèce de mini-scanner et de dessiner de ce fait l'aorte
qui a toujours cet aspect. Alors, la définition de l'image qu'on vous pouvez faire à partir d'un scanner, c'est toujours beaucoup mieux. La définition de l'image est bien sûr moins bonne qu'un scanner multibarrette, mais ça vous dessine bien l'aorte et ça vous dessine bien la zone de coarctation. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on l'a fait ainsi parce qu'on n'avait pas le scanner. Autrement, donc, toujours partir à partir d'une imagerie qui existe. Mais vous voyez qu'après, vous allez pouvoir aisément, sans faire d'angiographie, amener le scanner sur le bon site. Vous êtes par nature bien centré puisque l'image a été faite dans cette salle. Donc, le centrage se fait automatiquement. Vous pouvez amener le stent en bonne position sans vous poser de questions. Vous voyez ici le stent qui se retrouve juste au niveau de la coarctation avec une libération du stent, une petite encoche que j'aime bien laisser toujours, et puis de nouveau une angiographie rotationnelle qui permet de bien s'assurer du bon positionnement du stent, certes, mais aussi de la bonne apposition du stent en proximal et en distal. Donc là, vous avez même l'impression que le stent est un peu surdimensionné par rapport à la taille du vaisseau. C'est une fausse image, c'est tout simplement parce que là, on est en stimulation ventriculaire rapide, et de ce fait, il n'y a plus de pression, ou il n'y a plus d'ondée systolique, donc il n'y a plus de pression systolique, donc la pression chute. Et donc, on a au contraire un moulage du stent qui vient s'imprimer dans l'aorte. Voilà le résultat. Toujours cette impression de stent trop gros qui est juste liée au fait que vous êtes en stimulation ventriculaire rapide. Donc, un très bon résultat pour cette patiente avec ce stent couvert. Donc, ça, ce sont des exemples que j'ai repris volontairement pour vous montrer l'utilisation de l'imagerie pour limiter l'irradiation. Et je dirais que ça fait partie des innovations au cathétérisme. Ça, c'est une patiente migrante avec un canal artériel large. Et sur ces canaux larges, l'angiographie qu'on fait habituellement chez l'enfant dans l'aorte ne permettait pas de voir le canal artériel de façon satisfaisante parce que le patient est adulte, donc il faudrait utiliser des litres de diode pour pouvoir correctement voir le canal. Souvent, ce canal n'est pas en position habituelle chez l'adulte parce qu'il y a une déformation vasculaire. Et donc, on l'a fait en imagerie de fusion. À partir du scanner, on a pu dessiner en vert le canal artériel. Et puis, en jaune, on voit l'artère pulmonaire, en bleu, l'aorte. On peut définir le canal artériel et puis larguer la prothèse. Vous voyez ici, maintenant, le contraste passe bien. On est toujours en stimulation ventriculaire rapide. Voilà, c'est un mode de procédure, je dirais, qui reste novateur parce que nous, on l'utilise depuis longtemps, sans aucun doute, mais ça reste novateur au sens où si ça commence à se démocratiser, c'est quand même pas l'imagerie de fusion quelque chose qui est beaucoup utilisé en cardiopathie congénitale, de plus en plus, fort heureusement, mais pas beaucoup par habitude en cardiopathie congénitale. Donc, c'est pas un gadget, c'est un outil. Vous allez diminuer le temps de procédure. Alors ça, ce sont des articles publiés. Diminuer la quantité de contraste injecté et diminuer l'irradiation de vos patients. Donc, il faut juste se souvenir que ce n'est pas une image en temps réel, mais une image en différé, que lorsque vous mettez un guide rigide, vous pouvez bouger les éléments, surtout si vous avez affaire à un enfant. Donc, il faut bien connaître votre outil avant de l'utiliser. Donc, c'est volontaire de commencer par de l'imagerie et de vous souligner quand même ce papier important qui est sorti tout récemment, l'année dernière, de mémoire, qui est l'étude coccinelle à laquelle tous les grands centres français ont participé, et qui a montré quand même que irradier les enfants, ce n'était pas sans conséquence en termes d'apparition de tumeurs. Donc, je vous invite à lire cette étude coccinelle pour garder en tête qu'il faut faire des examens avec des rayons X. Je vous rappelle que la règle veut qu'on ne fait des rayons X que si on n'a pas d'alternative aux rayons X. Et ça, c'est extrêmement important. L'IRM doit être privilégié, l'échographie doit être privilégiée. On ne fait des rayons X que si on n'a pas le choix. On ne fait des cathés que si on n'a pas le choix. On n'irradie pas l'enfant parce que finalement, il y a des risques pour son avenir. Alors, des innovations en matière de communication interauriculaire, vous avez tous entendu parler de la possibilité de traiter certaines CIA sinus venosus par cathétérisme interventionnel. Personnellement, j'en ai pas l'expérience. Donc, si vous faites la bibliographie, vous verrez donc ces images d'un stent couvert qui est placé dans la veine cave supérieure et qui vient remplacer la paroi postérieure de la veine cave pour séparer ainsi l'arrivée de l'abouchement des veines pulmonaires du sinus venosus de la veine cave et fermer la CIA sinus venosus. Donc, ça passe par de l'imagerie 3D pour savoir si l'implantation d'un stent couvert permettrait de fermer la CIA et de réorienter la veine cave vers l'oreillette droite et les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche, les veines pulmonaires étant censées cheminer le long du stent couvert.
Donc, ça, ce sont des images, je crois que le plus expérimenté aujourd'hui, c'est l'équipe de Marie-Laine Long, je crois, en France, avec ces stènes couverts. Donc, à partir d'imagerie de fusion, par contre, là, qui sont bien utilisées, avec des repères qui permettront de savoir où placer le stent, de définir la taille des stents et un guidage ETO. Donc, on retombe sur cette imagerie multimodale donc, pendant ces procédures pour fermer la CIA tout en réorientant les veines pulmonaires et s'assurer qu'on laisse bien perméable le drainage veineux pulmonaire. Voilà un scanner de contrôle à distance. Alors, quand on fait la bibliographie, finalement, on voit qu'il y a surtout ce papier de 2020 dans le JACC. Donc, finalement, un papier relativement récent qui est intéressant parce qu'il nous donne une idée du degré d'utilisation. À ma connaissance, c'est la plus grosse série. C'est 25 patients implantés. Vous voyez qu'ils partent de 50 patients et puis ils en acceptent pour une prise en charge 48. Il y en a 6 qui restent en attente. Il y en a 17 qui vont vers une fermeture chirurgicale, 5 fois parce qu'il y a une préférence du praticien, 4 fois donc parce qu'il y a un geste concomitant chirurgical à faire, et puis parce que c'est unsuitable pour le cathétérisme dans 8 cas. Donc, c'est évidemment pas fait pour tout le monde, ça dépend de l'anatomie. La fermeture par cathé a été faite chez 25 patients dans cette série. Donc, voilà un petit peu des images qu'on a déjà vues antérieurement où le stent couvert vient fermer donc, la CIA sinus venosus. Donc, il faut attendre les études pour se prononcer. Aujourd'hui, il est signalé, si je reprends ce papier, il signale 2 événements indésirables graves qui ne sont pas de la mortalité, mais un hémopéricarde et puis une migration de la prothèse, ce qu'on peut imaginer assez aisément, qui ont conduit à une reprise chirurgicale. Donc, il signale ces 2 complications sur 25 procédures, ce qui fait du 8%, certes, mais on n'est pas non plus dans des complications mortelles. Donc, tout ça, c'est à peser avec les techniques chirurgicales, l'âge du patient et l'état du patient. Je pense que si c'est suitable, comme on dit, et que le patient est inopérable, probablement que je me poserai la question si l'anatomie est favorable. Mais chez le patient opérable, personnellement, aujourd'hui, je l'ai fait opérer, notamment par les nouvelles techniques de vidéo qui permettent de faire des chirurgies sans des grandes sternotomies, donc chez les patients jeunes, bien entendu, ou chez les patients inopérables, à risque opératoire élevé par sternotomie. Alors, quid des communications interventriculaires, notamment les CIV membraneuses, les CIV musculaires, finalement, la situation est toujours stable. Est-ce qu'il y a des innovations en CIV membraneuse? Vous verrez différents papiers. Surtout, ce qui change, finalement, au niveau des indications de la fermeture des CIV membraneuses, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Finalement, ce qui change, c'est l'arrivée de nouvelles prothèses qui veulent venir jouer sur le terrain de la CIV membraneuse. Alors, pour les anciens comme moi, finalement, tout d'un coup, on se rend compte qu'on devient un ancien, mais on a déjà vécu cette époque avec la prothèse d'Emplatz qui était dédiée aux CIV membraneuses, qui était faite pour, et on a vu ces problèmes de bloc auriculo-ventriculaire immédiat et tardif, évidemment, comme on a aujourd'hui avec les endoprothèses quand on les met en position aortique. Donc, peut-être que la force radiale de ces devices fera qu'il y aura moins ces complications. Je ne sais pas, moi, pour l'instant, j'en reste à des surveillances classiques de CIV membraneuses et je n'envisagerai la fermeture que dans des cas où il y a effectivement une dilatation cavitaire, un risque opératoire et que, effectivement, on peut se dire qu'on est loin de la valve aortique et que ça doit être faisable. Alors, loin de la valve aortique, il y a un repère qui est extrêmement important à l'époque actuelle où on commence en interventionnel à traiter des tricuspides. J'aime pas du tout voir les prothèses qui traînent sous la valve tricuspide, sous le feuillet septal de la tricuspide, ce qu'on voit avec certaines prothèses, notamment les plugs, qu'on voit parfois utilisés dans cette indication, parce que probablement que ce contact, comme avec les sondes de pacemaker, c'est aujourd'hui qu'on voit ces fuites tricuspides importantes et très difficiles à traiter qu'on voit avec les sondes de pacemaker. Je doute qu'on échappe à des complications du même type avec des prothèses qui baillent complètement sous la septale de la tricuspide. Donc, à suivre, donc, attendons les études et puis les résultats pour ces patients. En revalvulation pulmonaire, finalement, pas grand-chose. Il y a quelques évolutions sur les valves, des résultats de plus en plus fréquents, à la fois avec la mélodie et l'harmonie qui arrive, et puis avec la valve Sapien. Sapien XT initialement, et puis Sapien 3 qui devrait avoir l'autorisation dans les semaines ou mois qui viennent pour une utilisation dans les cardiopathies congénitales. Finalement,
l'innovation en congénitaux sur la revalvulation pulmonaire, je dirais, ce sont les recommandations qui maintenant disent clairement que s'il y a un conduit à la voie de sortie du ventricule droit, eh bien, classe 1, on doit préférer le cathétérisme interventionnel à la chirurgie si c'est faisable, donc d'un point de vue anatomique, calcification, capacité d'expansion du tube, etc. Donc ça, c'est important, en sachant que, par contre, on est allé nettement plus sur les voies natives. En fait, on reconstruit un conduit sur les voies natives en pré-stentant notamment donc les voies natives. Quant aux homogreffes, on n'hésite pas finalement aujourd'hui à les surdilater jusqu'à ce que l'homogreffe, quelque part, se rompe et qu'on puisse implanter des stents et construire une voie, construire finalement une voie pulmonaire large, un autre flow track comme pour retomber dans la classe 1. Donc, indiscutablement, dans l'innovation, on va de plus en plus vers les voies natives. Et puis viennent les réparations valvulaires auriculo-ventriculaires. Alors là, j'aurais tendance à dire que quand même c'est l'innovation de là ou des deux dernières années. Et c'est très bien que vous soyez à Bordeaux avec l'équipe avec laquelle finalement j'ai à ce jour le plus travaillé sur ce sujet. Réparation mitrale, tricuspide et tricuspide systémique. Donc on a tous affaire ou eu affaire à cette situation. Alors ça, c'est le premier patient français qui a été traité comme ça à Nantes, ici, avec Lauriane Legohan, Caroline Cueff et moi-même. C'est un patient de 60 ans qui a une double discordance. Vous voyez cette valve tricuspide, on sait qu'elle est tricuspide parce qu'elle est antérieure. On voit bien que c'est un ventricule systémique en surpression avec la sonde du pacemaker du côté droit, donc du côté du ventricule gauche qui est en position sous-pulmonaire. Et donc, on a une fuite pulmonaire de haut grade que je ne vois pas bien, moi, parce que c'est caché. Voilà, on a une fuite, tricuspide de haut grade chez ce patient. Et il se trouve qu'au même moment, s'est développée cette technique. Alors là, j'ai volontairement remis cette image parce que j'aime bien rappeler le fait que la réparation bord à bord des valves auriculo-ventriculaires dont vous entendez beaucoup parler chez vos collègues des cardiopathies acquises, eh bien, j'aime rappeler que l'idée de la réparation bord à bord est venue à Ottavio Alfieri en constatant l'existence d'une valve mitrale à deux orifices. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette image. Ça, c'est une valve mitrale à deux orifices, il n'y a pas de clip. Et sur cette valve mitrale à deux orifices, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de fuite. Et donc, Ottavio Alfieri a eu l'idée de reproduire une valve mitrale à deux orifices chez une patiente quelques heures ou quelques jours plus tard, pour lequel la plastie qu'il avait réalisée sur une valve myxoïde était un échec en A2P2. Et donc, il a suturé A2P2. Alors, c'est une suture sans mise en tension et sur une myxoïde. Donc, mais c'est le premier pas vers l'intervention d'Alfieri, donc la suture bord à bord. Il est sorti en disant c'était tellement simple à faire que ça pourrait se faire sans ouvrir le cœur et sans l'arrêter à cœur battant. Et donc, quelques sociétés, notamment une société, a commencé à développer un device dont le but était d'attacher le feuillet antérieur au feuillet postérieur, chirurgicalement, ça c'est très important, chirurgicalement, c'est-à-dire c'était un device qui était fait pour que le chirurgien passe, après une ouverture sternale ou une thoraco, directement dans l'oreillette et aille clipper la valve. C'est très intéressant quand je vais vous parler tout à l'heure de cas où on a fait la procédure avec les chirurgiens par thoracotomie, finalement par hybride. Parce qu'en fait, on part d'une cardiopathie congénitale et on va revenir vers les cardiopathies congénitales. Mais d'abord, je vais vous expliquer le principe pour ceux qui ne sont pas habitués à cette technique. Le edge-to-edge, donc la réparation bord à bord, consiste à fusionner la valve, on va revenir à la valve mitrale standard, le feuillet antérieur au feuillet postérieur. Vous voyez ici une fuite centrale qui est certainement secondaire à une dysfonction ventriculaire ou un infarctus du myocarde, visiblement. Et vous voyez qu'il y a une fuite qui est massive. Et l'idée, ça a été de clipper la zone, c'est-à-dire de fermer l'orifice régurgitant, tout simplement de mettre un clip pour fermer l'orifice régurgitant. Et donc, le but, c'est de mettre une pince. Et donc, ce clip a été conçu avec des bras et des grippers. Les grippers ayant pour but, on ouvre les bras, on attrape les feuillets, on baisse les grippers, ce qui fait que les feuillets sont pris dans les bras définitivement. Et quand on ferme le clip, on rapproche forcément les deux feuillets l'un contre l'autre et on ferme l'orifice régurgitant. Alors ça, c'est un vieux montage avec le premier clip que j'ai utilisé. C'est un peu ancestral aujourd'hui. Mais vous voyez que quand on ferme, on attire la valve antérieure vers la valve postérieure. Et là, la tension, malgré que ce soit un montage tout simple en polystyrène, la tension est telle qu'on n'arrive pas à fermer complètement le clip. Normalement, les bras reviennent complètement au contact.
Et ça a amené très vite, alors que la critique était faite par les chirurgiens, était de dire ça ne marchera pas parce que vous ne faites pas d'annuloplastie, les Alfieri qui marchent, c'est ceux qui ont une annuloplastie. Eh bien, en fait, c'est faux, puisque vous voyez qu'on a un effet d'annuloplastie. Ah, j'ai un petit souci de PowerPoint, mais je vais le rouvrir. On a un effet d'annuloplastie, simplement, il se fait par création d'une bride antéro-postérieure entre la valve antérieure et la valve postérieure, et vous allez tracter finalement la valve antérieure à la valve postérieure, ce qui va réellement créer l'annuloplastie. Est-ce que vous avez toujours mon partage d'écran? Non. OK. Donc, on revient au partage d'écran et je repars en avant. Donc, vous avez à la fois une fermeture de l'orifice régurgitant, c'est extrêmement important de retenir ça, et à la fois un geste d'annuloplastie, puisque vous allez diminuer le diamètre antéro-postérieur de la valve. Donc, en clair, aujourd'hui, où c'est qu'on en est? Alors, tout ce que je vous ai dit là, c'est prouvé dans des travaux de ce type, des travaux de recherche, notamment échographiques, qui sont fabuleux, que je pense qu'avec Xavier, on aura la possibilité de réaliser des choses identiques chez les congénitaux. C'est-à-dire que quand vous clippez, vous allez augmenter la hauteur de coaptation, augmenter l'aire de coaptation des deux feuillets, et vous allez rapprocher le feuillet antérieur du feuillet postérieur, vous diminuez ce diamètre antéro-postérieur, et on le voit très bien pendant une procédure. Ce qui est très important, c'est que quand vous traitez une mitrale systémique, on sait très bien que vous allez augmenter l'index cardiaque, parce que vous allez balancer dans la voie aortique le volume qui normalement régurgitait, et vous allez améliorer globalement l'hémodynamique du patient en diminuant la pression capillaire et donc, par nature, les pressions pulmonaires. Alors, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? Quelle est l'expérience aujourd'hui du edge-to-edge? Aujourd'hui, le edge-to-edge, c'est 150 000 patients qui ont été traités sur la planète, ce qui est énorme. Alors, dans la fuite mitrale primitive, c'est-à-dire la valve est malade, c'est une rupture de cordage, par exemple, et un prolapsus de P2, eh bien, on a une étude qui est Everest 2 qui a montré que la chirurgie faisait mieux, certes, mais que finalement, le clip ne faisait pas si mal que ça. Du coup, il y a cette étude que je pilote qui est Mitra-HR, dont vous pouvez trouver le design dans Euro Intervention. On l'avait publié en 2019. Donc, ça fait 3 ans que cette étude tourne et elle recueille donc des patients, elle inclut des patients qui ont une fuite mitrale à risque opératoire élevé ou qui ont tout simplement plus de 80 ans et sont randomisés entre chirurgie et mitraclip. Donc, dans la primary MR, globalement, c'est reconnu, ça marche, c'est remboursé en France pour le patient contre-indiqué à la chirurgie et on fait donc les travaux pour les patients à risque intermédiaire à élevé. Dans la fuite mitrale secondaire, vous avez dû entendre parler de ça, il y a eu 2 travaux, Mitra-FR et COAPT. Alors, souvent, vous entendrez un résumé qui est idiot, qui est de dire les 2 études disent des choses différentes, pas du tout. Mitra-FR prend une population tout venant d'insuffisant cardiaque et montre que ça ne fait pas mieux que le traitement médical. COAP prend une population hyper sélectionnée avec un ventricule gauche pas trop mauvais et avec une fuite mitrale massive et montre clairement que ça diminue les hospitalisations et ça diminue la mortalité. Donc, ça marche en faisabilité et en safety. Dans la fuite tricuspide, ensuite, on s'est lancé sur la tricuspide, on sait que ça marche en termes de faisabilité et de safety, c'est l'étude Triluminate. Et pour savoir si ça a un intérêt, c'est l'étude TRI-FR qui est en cours, qui est menée par les collègues de Rennes. Et puis, un jour, évidemment, est venu me voir un de mes patients qui a une fuite tricuspide en position systémique, celui dont je vous ai montré le dossier tout à l'heure, qui sait bien se renseigner et qui est venu me voir en disant j'ai 62 ans, je commence à être un peu essoufflé, je sais que dans 3 ans, on va tiquer à envisager une transplantation chez moi. Or, je sais que j'ai une fuite massive sur ma valve tricuspide, c'est vous dire qu'il était bien renseigné, et je sais que vous réparez ça. Alors, il a fallu que je lui explique que je ne le réparais pas sur une tricuspide systémique, en me disant quand même bien dans ma tête que je ne voyais pas très bien ce qui m'en empêchait parce que je savais traiter les mitrales et je commençais à traiter les tricuspides. Donc, je leur ai expliqué le contexte, ils sont revenus peu de temps après et ont insisté. On était dans le cas d'une double discordance et ils insistaient donc clairement et c'était légitime, il faut bien avouer de leur part, pour ne pas les laisser avec cette fuite tricuspide massive. Là, on est devant cette fuite chez ce patient de 60 ans et qui sait très bien que finalement, quand ça va vraiment parler, il ne sera plus en âge pour la transplantation. Donc, on l'a staffé en local et on a décidé de faire ce geste
par cathé interventionnel et donc d'essayer de clipper cette tricuspide. On s'est plongé dans la bibliographie. Globalement, il y avait 3 case reports sur un cas, un de 2016, un de 2017 et même un de 2011 avec des bonnes évolutions à 2 ans. Et donc, on a décidé de traiter ce patient. Voilà donc la fuite. Vous voyez que alors le gap est de 3 mm, c'est important parce que si le gap est de plus de 7 mm en tricuspide, en tout cas, on sait qu'on ne peut pas traiter le patient. Voici donc dans une petite axe la fuite sous un autre axe. Voici le 3D. Alors, on parlait d'imagerie multimodale, mais alors là, vous êtes dans le monde de l'imagerie multimodale. Sans l'échographie, vous ne traiterez rien et certainement pas une tricuspide et pas non plus une mitrale. Ici, on voit donc les feuillets de la tricuspide. En fait, dans un cas sur 2, une tricuspide n'est pas tricuspide. C'est ce qu'on a appris depuis qu'on s'intéresse aux tricuspides. Et donc, on va commencer par définir comment on appelle tel et tel feuillet, puis définir la stratégie. Voici le clip pour ceux qui ne sont pas rompus aux images, qui arrivent par voie transseptale. Et donc, que l'on oriente de façon perpendiculaire vers la valve dans 2 plans, avec des bras perpendiculaires à la ligne de coaptation, ce qui est chose faite ici. Et voici donc le clip fermé, avec une fuite qui a bien été réduite en était à nos débuts, et donc on a clippé en plein sur le jet principal. Et vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose de fuite à la fin de la procédure. Le patient va très bien aujourd'hui, on est à plus de 3 ans de recul. Il va très bien avec ce clip en position tricuspide. Il a une fuite tricuspide systémique grade 2, il avait une grade 4. Donc, c'est un bon résultat. C'était le premier cas qui nous a encouragés et puis qui nous a encouragés aussi à ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire à faire un groupe français, à partager avec les collègues et surtout à rentrer tout ça dans la filiale des cardiopathies congénitales de façon à ne pas faire n'importe quoi et faire un staff national qui s'appelle ETHER pour Edge-to-Edge Repair, ACHD pour adultes avec cardiopathie congénitale. Je vais vous expliquer là le principe finalement de cette procédure. Ça, c'est le 2e patient que j'ai fait. Il avait 35 ans. Et vous voyez, là, les images sont excellentes. C'est mon confrère et ami Franck Lévy qui a fait ces images que je lui dois. Vous voyez la valve septale, la valve postérieure. Donc, première chose, vous allez définir la zone d'ancrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir 2 ou 3 ou 4 feuillets. Mais globalement, vous aurez un feuillet qui sera ici sur la valve, sur le septum interventriculaire. C'est extrêmement important parce que l'expansion annulaire va pouvoir se faire dans tous les sens, sauf au niveau du septum. Donc, le but est d'ancrer les feuillets qui vont avoir tendance à s'écarter les uns des autres, de les ancrer à la valve septale. Ça ressemble à la technique chirurgicale qu'on appelle Clover, qui consiste à ce que le chirurgien fasse un point, qui se fait plus beaucoup, bien entendu, mais attacher en son centre les 3 feuillets de la tricuspide qui pouvaient s'ouvrir donc en trèfle, mais dont la partie centrale était figée, ce qui permettait d'éviter l'expansion en regard du feuillet antérieur et en regard du feuillet postérieur. Donc, dans un premier temps, définir le feuillet d'ancrage, c'est-à-dire la zone d'ancrage qui ici donc sera clairement celle-ci. Dans un deuxième temps, se mettre d'accord, ça paraît tout bête, mais avec l'échographiste et toute l'équipe sur comment on appelle tel et tel et tel feuillet. Donc ici, on a un feuillet qu'on a appelé antéroseptal ou antérieur en rouge, un postérolatéral ou postérieur en bleu, et puis le plus important, l'anchoring one, c'est le postéroseptal, le vert, qui est donc le feuillet auquel on veut attacher les 2 autres feuillets. Donc ensuite, on va définir la stratégie, mais je vais y revenir, et puis définir le site idéal pour la ponction transseptale. Pourquoi? Bien parce que lorsque vous allez faire, alors j'ai un clip, vous allez comprendre. Lorsque vous allez faire le grasping, vous allez avoir besoin d'arriver avec ce système de clip que vous voyez ici donc, dans vos caméras. Donc, vous voyez ici l'ouverture. Hop. Vous allez avoir besoin d'arriver, si ma main représente ici l'anneau, vous ne devez pas arriver comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça. Vous devez arriver vraiment à plat. Donc, vous imaginez 2 plans, il n'y a pas de place pour l'improvisation, 2 plans perpendiculaires, c'est du X-plan, et vous allez devoir amener le clip perpendiculaire à la ligne de coaptation. Donc, c'est toute une règle de perpendicularité, mais pour ça, vous avez besoin d'une certaine hauteur par rapport à la valve pour pouvoir vous orienter dans l'oreillette, une hauteur d'au moins 45 mm. Donc, grâce à l'imagerie multimodale en salle avec l'imagerie de fusion à partir du scanner et aussi avec l'imagerie de fusion à partir de l'écho
Vous allez pouvoir définir le site idéal de ponction. C'est très important, hein, ce n'est pas du tout anecdotique, parce qu'en fonction de la ponction transseptale, si vous êtes bien placé et qu'avec une courbe, vous arrivez en face du jet régurgitant, vous allez faire votre procédure très rapidement. Si vous faites mal votre transseptale, vous allez galérer à modifier la forme du clip pour essayer de vous positionner. Donc, le temps de ponction transseptale n'est pas du tout un temps, bon, je fais la ponction, puis ensuite, c'est là maintenant que c'est dur. Non, le temps de ponction transseptale va être la clé de la réussite de la procédure. Donc, mesure, écho, scanner, vous devez arriver 45 mm au-dessus de la valve. Donc, vous allez définir la stratégie. La stratégie, vous l'avez compris, c'est-à-dire ici, on va vouloir mettre un clip ici entre l'antérieur et la septale. On commence toujours en antéroseptale parce que quand on a mis le clip antéroseptal, comme on a besoin d'une incidence transgastrique, si vous mettez postérieur d'abord, c'est-à-dire en bas d'abord, vous aurez un cône d'ombre après qui fera que vous aurez des mauvaises images de la tricuspide. Donc, on commence en antéroseptal, puis on descend sur la postéroseptale. La stratégie est ici clairement une stratégie à deux clips, un postéroseptal, un antéroseptal, que vous allez implanter pour réaliser donc un clover. Donc, voici le premier clip qui est descendu, deux plans perpendiculaires, un pseudo-LVOT, un pseudo-bicomissural. On ne voit pas les bras, c'est normal, la ligne de coaptation est vers nous. La ligne de coaptation est comme ça, les deux bras sont dans le même plan finalement si on veut bien attraper les deux feuillets. C'est pour ça que sur la coupe de droite, vous ne voyez pas les bras. Donc ensuite, on regarde où on est par rapport au jet régurgitant. Donc là, on est juste en face du jet régurgitant. On va viser le feuillet le plus antérieur pour bien attraper le septal et l'antérieur. Une fois que la perpendicularité y est, c'est pareil, hein, les temps importants sont avant d'être dans le ventricule. Ça paraît bête, mais le temps important, c'est la ponction transseptale. Le deuxième temps important, c'est d'être très bien dans l'oreillette. Si vous n'arrivez pas à être très bien dans l'oreillette, descendez pas dans le ventricule, ça va être une catastrophe. Et ensuite, vous savez bien qu'il y a les cordages, vous allez vous crocher dans les cordages, donc on ne descend pas dans le ventricule si tout n'est pas OK dans l'oreillette. Si tout est OK dans l'oreillette, on descend dans le ventricule, c'est ce que vous voyez là. Donc le clip est descendu, on voit le feuillet antérieur et le feuillet septal qui se posent bien dans les bras du clip, et donc on sait qu'on va pouvoir faire le grasping. Voici une vue transgastrique ici, et vous allez voir sur la suivante, il me semble. Voilà, le grasping. Alors là, c'est un grasping que j'ai fait sous adénosine. J'aime beaucoup faire ça parce que ça arrête temporairement le cœur et ça me permet de faire un grasping d'un maximum de tissu des feuillets. On va le voir ici. Les grippers vont descendre. Voilà. Les feuillets sont pris. On ferme le clip. On voit les tensions qui apparaissent sur les feuillets, mais on sait qu'on a une bonne prise sur le feuillet antérieur et le feuillet septal. Je vous laisse redéfiler donc la baisse des grippers, voilà, et la fermeture du clip et la tension qui apparaît sur le feuillet. Donc on voit à gauche qu'apparaît un 8. Donc voilà en transgastrique mi-d'ésophage, on voit ici donc l'ouverture en 8, mais si on cherche bien, on voit qu'il reste un jet ici régurgitant entre le feuillet septal et le feuillet postérieur. On va amener un deuxième clip, cette fois-ci en postéroseptal. Et on va refaire donc un grasping en postéroseptal pour, c'est ce qu'on va voir ici, donc grasping postéroseptal, les grippers sont descendus, on ferme le clip et on va attacher donc dans son centre le feuillet postérieur au feuillet septal. Voici le résultat final. Vous voyez deux choses qui arrachent les yeux. Première chose, il n'y a quasiment plus de fuite. Deuxième chose, vous voyez que le ventricule droit, il souffre. On voit qu'il se contracte nettement moins bien qu'au départ. Aucune inquiétude là-dessus. Globalement, à chaque fois, on a ça au départ. Ça met quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours à se normaliser, mais globalement, la fraction d'éjection, quelques jours après, est meilleure qu'avant le traitement de la fuite tricuspide. Alors, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a entendu sur les mitrales et les tricuspides et la dysfonction ventriculaire qui contre-indiquait la chirurgie, mais effectivement, elle contre-indiquait la chirurgie. Donc, la sterno, la cardioplégie, le clampage, etc., des tas de choses qui vont faire souffrir un peu le cœur et qui faisaient que, historiquement, on ne devait pas traiter les dysfonctions ventriculaires avec une valve AV fuyante. Mais il n'est pas du tout certain et il semble que ce ne soit pas vrai pour le traitement percutané ou plutôt pour les techniques qui s'exonèrent d'une cardioplégie. Donc, voilà le résultat ici donc, sur la valve et sur la dysfonction ventriculaire. Voilà, si on revoit les images d'avant-après, hein, vous voyez que la fuite a bien diminué, mais il y a nettement une dysfonction VV. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas ?
Deuxième cas de figure, ça, le premier cas a été fait à Bordeaux. J'étais avec Xavier et Jean-Benoît et Lionel Leroux. Alors, toujours une association de congénitalistes et de spécialistes des cardiopathies acquises, autant du niveau écho que du niveau KT. Ça, ce sont les images de Xavier. Donc, c'est la première procédure d'ailleurs publiée de Mustard. Donc, pareil, imagerie de fusion, où sera fait la ponction transseptale. Donc, voilà l'équipe bordelaise. Donc, c'est une procédure qu'on a fait par transseptale avec guidage par fusion écho et qui permet de repérer cette valve tricuspide fuyante, mais là non plus sur une CCTGA, mais sur une ACTGA, donc correction atriale d'une transpo des gros vaisseaux, donc sur un Mustard. Et voilà cette fuite qui est massive. Donc, on va retomber sur le même principe. Le temps important, c'est la ponction transseptale. On doit être 45 mm au-dessus de la valve, donc où faire la ponction, premier temps. Le deuxième temps sera d'amener le clip et d'être perpendiculaire à la valve, de définir le nom des feuillets et de définir la stratégie. On voit cette fuite qui est assez large. Donc, tout ça, merci à Xavier. Ce sont ces images, elles sont superbes en 3D. Voici la ponction transseptale, donc, qui va être guidée par l'écho, petit repérage angio, et puis écho et fusion d'écho, et puis fusion éventuellement scanner, ici, donc sous fusion écho. Et je me souviens très bien que ça avait été extrêmement aidant, ces images donc, de fusion réalisées. À ce moment-là, on peut faire la ponction et accéder à l'oreillette systémique. Donc, en fait, là, on se comporte comme quand on va traiter une tricuspide en position tricuspide, hein, globalement. C'est simplement qu'on doit faire la ponction transseptale pour rejoindre le ventricule droit, parce que le ventricule droit est systémique. Donc, ensuite, on retombe sur le même principe, deux plans perpendiculaires qui sont perpendiculaires à l'anneau de la valve, et puis un clip qui doit être perpendiculaire, qui est descendu dans le ventricule et qui est fermé sur la zone de fuite. Là, la stratégie était une stratégie à un clip en plein sur l'orifice régurgitant. Et vous voyez que le résultat était excellent. Et donc, cette image en pont tissulaire qui est fait au niveau de la valve auriculo-ventriculaire. Donc, voici les différents clips. Peu importe, je ne vais pas entrer dans la technique, mais globalement, aujourd'hui, on bénéficie quand même d'une nette amélioration du système de clips. On a commencé avec des clips à bras courts, mécaniques, extrêmement complexe avec beaucoup de mouvements parasites. Aujourd'hui, on est avec des clips extrêmement précis, avec des bras longs, les XT, avec des bras larges, les XT wide. Et globalement, je dirais que le grasping n'est plus vraiment un problème. Et ici, donc, à Bordeaux, on avait fermé, Jean-Benoît avait fermé à la fin le trou transseptal qui était fait évidemment avec le chenal, entre le chenal veineux cave et le véno-pulmonaire. Voilà le résultat à 3 mois. Si Xavier est toujours là, il nous donnera des nouvelles de ce patient, mais vous voyez que c'est un excellent résultat qui est publié, que vous pouvez retrouver. Et puis ensuite, sont venus des patients avec un ventricule unique. Alors, certains patients avec ventricule unique par des voies natives, parce qu'il y avait toujours un accès par la veine cave, et puis certains en procédure hybride. C'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire on est parti de la chirurgie et d'un chirurgien qui s'est dit on pourrait faire ça à cœur battant, et en ponctionnant directement l'oreillette par thoraco ou par sterno. Et puis, en fait, on y revient, puisqu'on a fait déjà 2 procédures par voie hybride. Il y en a une 3e qui se prépare ici, où on va directement, le chirurgien va nous ponctionner, pareil, à un endroit très précis, l'oreillette, pour qu'on puisse amener notre clip. Alors là, on est dans des montages de fond-temps. Et donc, dans le fond-temps, eh bien, on a pu faire une patiente sur un vrai fond-temps avec ponction transtube. Alors, elle avait eu déjà un montage très particulier avec une espèce de fusion centrale et une ouverture en 2 orifices. Globalement, il faut vous dire qu'à gauche de l'écran, c'est la tricuspide, si on veut, même si je crois qu'on ne peut plus appeler rien mitral ou tricuspide chez cette patiente, mais elle est en VU avec circulation de fond-temps. Et donc, la fuite est importante. Le risque opératoire est majeur chez elle, d'autant que la fonction ventriculaire est correcte si on veut, mais la chirurgie d'une valve AVU de ce type sur un fond-temps est à très haut risque. Et on a donc ce staff national et TerraCHD qui a validé le fait qu'on devait pouvoir essayer de clipper côté septal de ce montage, de ce bourrelet central,
clipper la valve à ce niveau-là, ce que j'ai fait ici avec Lauriane et Caroline Cueff. Et voilà donc la tension des feuillets. Alors, pour rien vous cacher, là, il va y avoir un piège et quelques semaines après, le clip va se détacher partiellement de la valve postérieure que vous voyez à gauche. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas publié ce cas, ce qui est dommage d'ailleurs, mais parce qu'en fait, il y a une zone de tissu assez épaisse ici qu'on voit mal sur cette coupe, beaucoup plus fine ici, et au grasping, on voit que le clip ne se ferme pas totalement, et probablement que ce feuillet est sorti après. Et j'ai repris cette patiente, je lui ai remis un deuxième clip à côté, elle va beaucoup mieux maintenant, et je la reprendrai pour mettre un troisième clip à côté de ce clip largué, et je pense qu'on devrait pouvoir obtenir un bon résultat. Voilà le résultat donc en fin de procédure, mais malheureusement, après mise en charge, ce clip s'est détaché et on a réobtenu un bon résultat avec un nouveau clip implanté. Elle est bien améliorée, on la surveille comme ça. Donc, finalement, un résultat satisfaisant sur cette valve pathologique, mais qui ne doit pas faire oublier qu'il y a ce risque de single leaflet attachment, c'est-à-dire de détachement d'un des feuillets par rapport notamment à un phénomène d'épaisseur. Vous voyez ici la différence d'épaisseur entre le feuillet le plus antérieur et le feuillet postérieur, qui fait que comme les deux bras doivent avoir une fermeture symétrique, si vous avez un bras qui est bloqué parce que le tissu est épais, l'autre ne va pas pouvoir se plier. Donc, du coup, le feuillet reste pris juste entre gripper et bras sans force de fermeture et il y a donc ce risque. Je n'avais pas vu venir ce problème, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a finalement un résultat tout à fait satisfaisant avec donc cet orifice, ce double orifice. Donc, vous avez ce registre français dont vous pourrez contempler, je dis bien contempler, le premier papier, puisque le premier papier est issu de ce registre multicentrique. Donc, vous voyez tous les centres ici. Et c'est le premier papier au monde sur le sujet, au sujet de 15 cas, donc sur différentes procédures de patients jugés à haut risque opératoire par le staff national ETHR-ACHD, patients très symptomatiques, vous voyez qu'il y avait 5 transpositions corrigées, 3 Senning ou Mustard, 4 ventricules uniques, dont un n'était pas accessible par voie cave. Tous étaient à haut risque. Donc, et finalement, donc, pour le papier, il y avait 13 procédures. Aujourd'hui, il y en a plus de 15. Il y avait 13 procédures pour 12 patients, puisque à Bordeaux, on n'avait pas pu faire un patient qu'on a repris par voie hybride. On en a fait un autre à l'hôpital Pompidou avec l'équipe de Necker et de Pompidou. Essentiellement, c'est des accès fémoraux et 2 accès atriaux directs. Il y a eu un décès par déchirure de valve chez un patient pour lequel on faisait un geste, je dirais, complètement compassionnel. La déchirure de valve, c'est moins de 1%. Il faut savoir que ça peut exister. Tout simplement, on ne peut pas préjuger de la solidité des feuillets, même si indiscutablement, une tricuspide en position systémique est certainement plus solide qu'une tricuspide en position droite. Donc, des petites complications ensuite classiques de voie d'abord ou de troubles du rythme. Quoi qu'il en soit, donc, dans le suivi de 12 mois, il n'y a pas eu de décès. Globalement, il y a une bonne efficacité de la technique chez des gens à très haut risque opératoire. Ça, c'est issu du travail d'Alexandre Simini qui a passé sa thèse avec comme président Xavier ici présent, donc qui a montré une baisse du NT-proBNP dans cette population multicentrique, des bons résultats en termes d'IRM, avec un remodelage dans le bon sens, diminution du volume télédiastolique, télésystolique et une amélioration de la fraction d'éjection. Donc, globalement, mon message là-dessus, c'est ne rentrez pas dans vos centres en disant c'est la révolution, maintenant ces valves, ça se fait par réparation bord à bord, c'est le tout début de quelque chose. J'avoue, il est vrai que les résultats sont prometteurs. Indiscutablement, on a eu aussi quelques échecs quand anatomiquement ça ne se présente pas bien. En cas d'échec, c'est-à-dire on n'arrive pas à arriver 45 mm au-dessus de la valve et perpendiculaire, il faut tout stopper, tout retirer, discuter d'une voie hybride chirurgicale ou rediscuter d'une chirurgie en fonction du risque. Et puis, surtout, des équipes hyper entraînées. Hein. Moi, j'ai peut-être fait 300 ou 500, je ne sais plus, valves mitrales avant, et puis une bonne soixantaine de valves tricuspides, probablement. Donc, avant de m'attaquer à ce genre de patients, donc des équipes hybrides avec des congénitalistes et qui pourront juger de la cardiopathie et qui se forment dans le même temps à cette technique, mais aussi des spécialistes des cardiopathies acquises qui auront l'expérience de la technique. Et puis surtout, tous les patients dans le registre, hein, c'est le cas, hein, on a un registre national qui se poursuit et qui permettra de poursuivre des publications notamment et un suivi d'expérience. Donc vous retrouvez, c'est
2 excellents papiers, donc le papier Xavier sur le mustard et puis notre dernier papier sur les 12 premiers cas traités. Alors, je vous remercie de votre attention. Je suis dans le temps puisqu'il est 12h05 et vous avez un temps de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières sur ces innovations en cathétérisme interventionnel. Une question. Est-ce que vous pouvez récupérer les clips une fois qu'ils sont posés ou alors c'est forcément laissé en... Alors, c'est une excellente question, comme on dit, mais c'est vraiment une excellente question parce que lorsque vous utilisez le clip, en fait, vous allez descendre. Bon, ce clip-là, il commence à souffrir un peu, mais je le mets en fond sombre. Vous allez en fait, voilà. Vous allez en fait descendre dans le ventricule souvent fermé. Vous descendez, vous passez la valve, vous ouvrez le clip, vous attrapez les feuillets. Vous baissez les grippeurs. Vous allez fermer le clip. Quand vous allez fermer le clip, vous allez juger en échographie de la qualité du grasping et vous allez juger de la réduction de fuite. Si vous êtes très content, vous allez fermer à fond, bloquer, larguer. Une fois fermé à fond, bloqué, largué, vous ne pouvez plus récupérer le clip. Mais ce que je dis là veut dire aussi que si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez relever les grippeurs, rouvrir le clip, inverser les bras et repartir dans l'oreillette, tout refermer et tout ressortir du corps du patient. Donc, en gros, on peut, jusqu'au dernier moment, retirer ce clip du corps du patient. Simplement, une fois que le système de largage est actionné, le clip ne peut plus être retiré du corps du patient par définition. Il est fixé dans le patient et vous ne pouvez plus le retirer. Mais la technique, là où je trouve qu'elle est appréciable, c'est que vous avez tout à fait cette possibilité de descendre, de tester le clipping, de se bouger un petit peu sur la ligne de coaptation ou de bouger de quelques degrés et vous pourrez avoir des résultats totalement différents, bien meilleurs, rien qu'avec cela. Et puis surtout, si vous n'êtes pas satisfait, vous inversez, vous retirez. D'où l'importance d'avoir cette hauteur suffisante dans l'oreillette parce que si vous avez 35 mm que vous dites bah oui, mais je vais le faire, ça va le faire. Vous allez descendre dans le ventricule, vous allez remonter, mais si vous voyez que ça ne marche pas bien, que le grasping n'est pas bon, vous ne pourrez pas remonter dans l'oreillette parce que vous n'avez plus de marge. Donc, il vous faut au moins 45 mm pour pouvoir remonter dans l'oreillette et retirer l'ensemble du matériel. L'avantage, indiscutablement, ce qu'apprécient les chirurgiens quand ils travaillent avec nous, c'est que c'est comme en chirurgie, vous pouvez tester et vous avez le résultat en direct parce que l'échographie est en direct. Donc, vous pouvez tester, critiquer, décider de bouger, de mettre un deuxième clip, de larguer celui-là ou pas. Mais jusqu'au dernier moment, vous pouvez larguer, contrairement à une valve pulmonaire, une valve aortique, où quand vous dites « je largue ben, », vous larguez, puis là, vous avez un temps, entre guillemets, d'aléatoire. Merci beaucoup. Et une deuxième question, est-ce que vous avez fait des procédures chez des enfants ou pour l'instant, c'est que chez des adultes? Alors, c'est que chez des adultes pour des questions de taille de matériel. C'est du 22 French dans l'oreillette et c'est du 24 French à la peau. Je pense qu'on avait failli le faire chez une jeune de 16 ans après un post-op de chirurgie de la valve. Il y avait une fuite parce qu'on peut intervenir sur une valve déjà opérée. On l'a déjà fait sur une plastique qui foire à cause notamment d'un phénomène de tenting parce que nous, on n'est pas limité par le tenting. Et finalement, l'équipe a choisi de l'opérer. Donc, elle a été opérée, mais je pense que ça pouvait tout à fait être fait parce qu'on pourrait imaginer une voie hybride chez un grand enfant, pas chez un bébé, mais probablement qu'une voie hybride est possible si on arrive à mettre une certaine hauteur suffisante et à ne pas avoir des bras du clip qui vont capturer l'ensemble des feuillets, évidemment. Et tout ça est à calculer en stratégie en fonction de la dangerosité de la chirurgie et du planning de ce qu'on peut imaginer pour cet enfant après, mais certainement que ce n'est pas impossible à imaginer. Merci beaucoup. De rien. Des questions là. Super, Patrice, tu nous entends ici? Je t'entends très bien, Xavier. Donc, on fait les procédures en binôme et on peut se voir aussi pour les topos en binôme. C'est vraiment sympa, la technologie. Vous avez des questions pour Patrice Guérin ici? Moi, j'ai une question, Xavier. Que devient le mustard? Figure-toi que j'allais te faire cette réflexion. Tu sais que ce premier patient que tu as montré, à qui on a fermé l'accès atrial par un plug, il a cette particularité qu'on a vue sur un autre mustard d'avoir fait du flotteur post-opératoire, probablement favorisé par les modifications des conditions de charge. Il avait été, je ne sais pas si tu te souviens, ablaté d'un flotteur
à J7 de la première procédure. Et on avait pu faire une ponction éco-guidée transbaffle juste en dessous de la prothèse. La question de la gêne potentielle de la prothèse pouvait être discutée à ce moment-là. Et figure-toi qu'on a repris ce patient la semaine dernière avec Nicolas Derval, qui est un rythmologue chez nous, pour une récidive de flotteur avec une ligne finalement cavo-tricuspidienne qui n'était pas complète. Il y avait quelques points non transmuraux qui s'étaient reperméabilisés sur le plan électrique. Et donc, on a refait une ponction éco-guidée juste sous la prothèse, assez facilement, je dois dire. Et cette fois, il a pu vérifier que la ligne était complète et j'espère qu'on ne devrait pas avoir de soucis. Le résultat, ça m'a permis de faire une... Sur la réduction de fuite, c'est toujours bien. C'est très stable. Tu sais, on avait une fuite... Alors, parfois, sur les mesures de PISA, on est toujours un peu déçu parce que des fois, il y a des doubles G et si on additionne les surfaces de PISA, ce qui est discutable sur le plan méthodologique, on a l'impression qu'il y a une fuite résiduelle significative. Mais ce patient, comme tu sais, il avait une réduction des volumes ventriculaires qui était importante puisqu'elle était de 40%. Et là, du coup, j'ai refait des images qui pourront être prises pour le suivi à moyen et long terme. Et on a vraiment l'impression que la réduction de fuite, elle est vraiment stable dans le temps. Elle n'est pas parfaite. On ne s'attend pas à avoir des résultats parfaits, mais elle est durable en tout cas. En tout cas, une remarque que je peux faire pour les étudiants, c'est perdons pas de vue que pour ce patient, comme pour tous les patients en acquis, en congénital, en tricuspide ou en mitral, on a le droit de faire un geste et de revenir. Moi, j'ai repris nombre de patients en cardiopathie acquise et une fois en cardiopathie congénitale, la patiente avec le Fontan, on peut reprendre. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça se met à fuir qu'il faut envisager une chirurgie. Je leur dis, vous avez un outil, c'est un outil, le clip. Vous avez un outil, si vous estimez qu'avec cet outil, vous pouvez retourner et améliorer le résultat, retournez. C'est l'analyse échographique qui sera vraiment clé dans ces trucs-là. Merci Patrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Zoom ou dans la salle? Donc Patrice, tu n'es pas avec nous, mais je voulais te remercier vraiment de ce topo. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans les topos de cathétérisme interventionnel dans ce DU, mais je pensais que c'était important. Le message pour moi, qui ne suis pas un médecin interventionnel, ni un imageur de haut niveau comme Xavier, c'était de vous montrer qu'aujourd'hui, la cardiologie congénitale, pour réussir à avancer, puisque là, vous avez vraiment un bon exemple des avancées, il faut aller chercher les compétences ailleurs que dans son propre centre. Il faut vraiment faire du multicentrique. Alors, c'est valable pour la recherche, mais c'est valable pour les soins. Et là, vraiment, ce cours-là, vous avez des choses très nouvelles et qui vous montrent que, avec toutes les compétences des enseignants qui se sont mis ensemble, vous pouvez faire des miracles chez des patients. Moi, j'ai confié 2 de mes patients à cette équipe. Et en tout cas, la qualité de vie est clairement améliorée. C'est le message que je voulais aussi donner pour quelqu'un qui ne fait pas d'invasif. Est-ce que vous avez des questions pour Patrice avant qu'on le laisse tranquille? Eh bien, écoute, merci 1000 fois. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, on se donne rendez-vous à 13h30 avec Alice Maltret qui va vous parler de rythmologie pédiatrique. Voilà. Merci Patrice. Allez, bonne journée. Merci à tous.